Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi vous vous réveillez au son de l'alarme du réveil? Pourquoi 5 jours par semaine, et parfois 6, vous vendez votre temps, votre santé et vos nerfs pour des chiffres sur un compte bancaire? Nous avons l'habitude de penser que c'est pour notre bien. On nous dit que c'est la civilisation, le progrès, la stabilité. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez des immeubles de bureaux, des usines, des supermarchés. Et vous pensez que c'est toujours comme ça. On ne vous apprend pas cela à l'école. On ne vous en parlera pas à l'université lors des cours d'économie. Mais que se passerait-il si je vous disais que le concept même du travail pour un salaire n'est pas une étape naturelle de l'évolution de l'humanité, mais une construction artificiellement créée? Une cage dont les barreaux sont invisibles, mais plus solides que n'importe quel acier. Ce système de contrôle s'est construit sous notre nez pendant des centaines d'années, et nous n'avons même pas remarqué comment la porte s'est refermée. Qui a décidé que vous devez payer simplement pour exister sur cette planète? À quel moment avons-nous cédé le droit à une vie inconditionnelle et accepté de la racheter à l'heure et à la minute près? La réponse à cette question effraie par son cynisme. Nous vivons dans une mise en scène où la liberté est remplacée par le concept de solvabilité. Commençons par le tout début, du moment où le monde était différent. Beaucoup imaginent le passé comme un chaos, de la boue et des guerres infinies. Mais l'histoire officielle tait avec soin un fait capital. Jusqu'à un certain moment dans l'histoire, la plupart des gens avaient ce qu'on appelle une autonomie de base. Le paysan en Europe, l'artisan en Asie ou le fermier dans le Nouveau Monde possédaient le principal moyen de production. Ils avaient la terre et les outils. Cela ne signifiait pas la richesse, mais cela signifiait l'indépendance. Si vous avez un morceau de terre, un puits et un toit au-dessus de la tête, vous ne mourrez pas de faim. Vous pouvez cultiver de la nourriture. Vous pouvez construire une maison. Vous ne dépendez de personne. On ne peut pas vous enlever la vie simplement en vous licenciant. Mais un tel système était une épine dans la gorge des élites naissantes. On ne peut pas contrôler un homme qui a son propre potager et sa propre maison. On ne peut pas le forcer à travailler 16 heures par jour dans un atelier étouffant pour un bol de soupe. Il dira simplement non. Et alors les architectes du nouveau système ont compris la chose principale. Pour forcer un homme à obéir, il ne faut pas lui donner une carotte, mais lui enlever le sol sous les pieds. Littéralement. Ils ont lancé une opération que les historiens appellent pudiquement les enclosures. Mais en termes de faits, c'était le plus grand vol de l'histoire de l'humanité. Regardez la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle. C'est précisément là que ce scénario a été testé, puis appliqué dans le monde entier comme selon un manuel d'instruction. Avant cela, il existait des terres communales, des champs, des forêts, des pâturages qui appartenaient à tous. N'importe quel homme pouvait y paître une vache, ramasser du bois mort, pêcher du poisson. C'était un filet de sécurité, garanti par le droit de naissance. Mais ensuite, le Parlement du Royaume-Uni commence à produire en série des actes d'enclosure, des milliers d'actes. La terre qui avait nourri les gens pendant des siècles devient soudain la propriété privée d'un cercle restreint de personnes. Des clôtures poussent là où il n'y en avait jamais eu. Les gens sont simplement chassés de leurs parcelles. Imaginez, vous vous réveillez le matin et la forêt où vous ramassiez du bois appartient maintenant à un lord, et pour y entrer, c'est la prison qui vous attend. Plus je fouillais les archives, plus le tableau devenait terrifiant. Ce n'était pas un hasard, ni une nécessité économique, c'était un plan pour créer une classe de personnes qui n'ont rien d'autre que leur capacité à travailler. Des gens déracinés. Pour survivre, les anciens communautaires libres étaient forcés d'aller en ville. Et là, ils les attendaient déjà. Les premières usines les attendaient. Mais les gens résistaient. Ils ne voulaient pas échanger une vie libre
contre un travail forcé à la machine. Et alors le système active le deuxième levier de pression, punitive. Des lois contre le vagabondage sont introduites. Dans toute l'Europe, avec une synchronisation effrayante, des actes entrent en vigueur qui criminalisent le chômage. En Angleterre, à l'époque des Tudors, si on attrapait un homme sans travail et sans maître, on pouvait le fouetter, le marquer au fer rouge ou même l'exécuter. Réfléchissez-y, être sans emploi est devenu un crime. On vous a privé de terre, privé de moyens d'existence. Et ensuite, on vous a dit que si vous ne trouvez pas quelqu'un pour vous mettre un collier, vous mourrez ou irez en prison. La version officielle s'effondre quand on regarde les dates. Ces lois se durcissaient précisément quand il fallait entasser les gens sur les chantiers du siècle ou dans les zones industrielles. Ce n'était pas une préoccupation pour l'ordre. C'était la création d'un désespoir artificiel. Parallèlement à la violence physique, se déroulait une violence mentale. L'analyse linguistique montre comment les concepts étaient subvertis. Le mot « travail » dans de nombreuses langues a une racine liée à la souffrance ou à l'esclavage. Le mot français « travail » remonte au latin « tripalium », qui signifie un instrument de torture composé de 3 pieux. Le mot russe « rabota » partage une racine commune avec « rab », esclave. Mais progressivement, le sens a été changé. Le travail pour un maître est devenu une vertu, et le désir d'indépendance, une paresse et une sauvagerie. On nous a inculqué que le salaire est le seul moyen possible d'obtenir des ressources, que sans employeur, nous ne sommes rien. Regardez la France de la fin du XVIIIe siècle. La Révolution, la liberté, l'égalité, la fraternité, de beaux slogans. Mais que se passe-t-il réellement sur le plan législatif ? 1791, la loi Le Chapelier est adoptée. Cette loi, sous prétexte de lutte contre les corporations, interdit les associations ouvrières, les guildes et toute union de maîtres. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Cela signifie que le maître, qui faisait auparavant partie d'une puissante guilde et pouvait dicter ses conditions, se retrouve désormais seul face au grand capital. La loi interdit aux gens de s'unir pour défendre leurs intérêts économiques. Cela a brisé l'échine de l'artisanat privé et ouvert la voie aux grands monopoles. Le schéma se répète avec une précision effrayante dans différents pays. D'abord, on enlève aux gens les ressources pour une survie autonome. Ensuite, on leur interdit de s'unir. Et puis, on leur propose la seule issue, le salariat. C'était la première phase de l'opération, l'aliénation physique de l'homme des moyens de survie. Mais le système savait que la force brute ne suffisait pas. L'esclave qui travaille sous la menace du bâton travaille mal et rêve constamment de révolte. Il fallait un mécanisme plus subtil. Un mécanisme qui ferait courir l'homme au travail de lui-même, qui le ferait craindre de le perdre et remercier le maître pour l'opportunité d'être exploité. Il leur fallait créer un collier économique, un garrot invisible qui se resserre d'autant plus que vous essayez de vous en échapper. Et ils l'ont créé. Ils ont introduit le concept de monétisation de la vie. Auparavant, beaucoup de choses n'avaient pas de prix. L'eau de la rivière, un emplacement pour une maison, la chaleur de sa propre forêt. Désormais, il fallait payer en monnaie frappée par l'État pour chaque pas. Pour obtenir la monnaie, il fallait vendre son temps. Le cercle était bouclé. Vous ne pouviez plus simplement construire une maison. Il vous fallait une terre à acheter et des matériaux à acheter. Vous ne pouviez plus simplement chasser. Il vous fallait une licence. Chaque aspect de l'existence était orné de prix. Nous entrons dans l'époque où l'argent cesse d'être simplement un moyen d'échange pour devenir un outil de contrôle de l'accès à la vie. Au XIXe siècle,
Ce processus s'achève dans les pays industriels. Un nouveau type d'homme apparaît. L'homme salarié. Une créature qui ne sait ni cultiver, ni construire, ni tisser. Une créature qui ne sait que remplir une fonction étroite et spécialisée dans la machine d'autrui en échange de bons d'alimentation que nous appelons argent. La perte de compétences est devenue la garantie de notre dépendance. Si demain les supermarchés disparaissent et que l'électricité est coupée, 90% de la population urbaine se retrouvera absolument impuissante. Ce n'est pas un effet secondaire aléatoire de l'urbanisation, c'est l'objectif. Le consommateur idéal et le travailleur idéal, c'est celui qui ne peut pas survivre par lui-même. Mais ce n'était que le début. Les architectes du système préparaient l'étape suivante, encore plus cruelle et cynique. L'étape où le salaire cesse d'être moyen d'accumulation de richesses pour devenir exclusivement un moyen de paiement des dettes. Posons-nous la question, qui est la principale dans toute enquête. À qui cela profite? Si le système vous accule dans un coin, cela signifie que quelqu'un récolte des dividendes de votre peur. Nous avons vu précédemment comment on a enlevé aux gens la terre et la possibilité d'une existence indépendante. Mais cela ne suffisait pas. Pour que le collier soit bien serré, il fallait faire en sorte que l'homme ne cherche pas simplement du travail, mais qu'il ne puisse jamais accumuler assez de ressources pour sortir du jeu. Le système devait devenir un vampire qui aspire juste assez pour que la victime reste vivante, mais épuisée. Et c'est ici que nous tombons sur une série de coïncidences stupéfiantes survenues au début du XXe siècle. Si vous pensez que l'économie se développe de manière chaotique, regardez les dates. 1913. Cette année peut être appelée le point de non-retour, quand la boucle financière a été passée autour du cou d'une nation entière, puis du monde entier. C'est précisément en 1913, aux États-Unis d'Amérique, que se produisent deux événements qui ont changé les règles du jeu à jamais. La création du système de réserve fédérale et la ratification du 16e amendement à la Constitution introduisant l'impôt sur le revenu. Réfléchissez à cette synchronicité. Avant ce moment, l'État vivait des droits de douane et des accises. Vous payiez des impôts seulement quand vous achetiez quelque chose. Votre travail vous appartenait. Vous gagnez $1, et ce dollar était entièrement à vous. Mais en une seule année, une structure privée est créée pour gérer l'émission de la monnaie, et simultanément, un mécanisme d'extraction directe d'une partie de votre vie au profit de l'État est introduit. Ce n'est pas simplement un impôt, c'est une redevance pour le droit de travailler. On vous autorise à travailler seulement à condition que vous donniez une partie de ce que vous avez gagné à ceux qui impriment l'argent. La version officielle affirme que c'était pour stabiliser l'économie. Mais les faits disent le contraire. Dès la création des banques centrales, le pouvoir d'achat de la monnaie a commencé à chuter vertigineusement. L'inflation n'est pas un processus naturel, ni une erreur du marché. C'est un impôt caché dont on ne parle pas à la télévision. Imaginez que vous accumulez de l'eau dans un tonneau pour un jour en boire et partir dans le désert en homme libre. Mais quelqu'un a percé un trou dans le fond du tonneau. Peu importe combien d'eau vous y versez, elle s'écoule. L'inflation est créée artificiellement pour que vos économies fondent, pour que vous ne puissiez pas accumuler un capital qui vous permet de dire adieu au système. On vous force à courir plus vite, juste pour rester sur place. C'est une pression économique qui transforme la vie en course infinie pour la survie. Mais même cela n'a pas suffi aux architectes du système. Il leur fallait que vous ne dépensiez pas simplement tout ce que vous gagnez. Il leur fallait que vous dépensiez ce que vous n'avez pas encore. Bienvenue dans le monde de l'esclavage par le crédit. L'analyse linguistique révèle ici une vérité terrifiante. Le mot « hypothèque » dans de nombreuses langues a, pour le dire doucement, des racines déplaisantes.
En anglais, le mot mortgage provient des mots français anciens mort, mort, et gage, gage. Un gage mortel. Un gage jusqu'à la tombe. Ce n'est pas une métaphore. À l'origine, le sens était que la dette meurt soit quand elle est remboursée, soit quand l'emprunteur perd sa propriété. Mais aujourd'hui, le sens est devenu littéral. Vous prenez une hypothèque sur 30 ans. Vous donnez vos meilleures années, votre santé, votre énergie vitale à la banque. Vous n'avez pas encore vécu ces années, mais vous les avez déjà vendues. Vous avez signé un contrat de vente de votre avenir. Dès que vous avez apposé votre signature, vous ne pouvez plus prendre de risques. Vous ne pouvez pas démissionner si le patron est un tyran. Vous ne pouvez pas vous chercher. Vous ne pouvez pas faire grève. Vous êtes accroché. Le système de crédit a été introduit et promu comme un chemin vers une belle vie, précisément au milieu du XXe siècle, quand la société industrielle avait besoin de rouages obéissants. Un homme endetté est l'employé le plus loyal, le plus silencieux et le plus contrôlable. Mais pour vous endetter, il faut vous faire désirer des choses dont vous n'avez pas besoin, ou faire en sorte que les choses se cassent plus vite que vous ne les avez payées. Et c'est ici que nous arrivons à l'un des plus cyniques complots de l'histoire industrielle. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est un fait documenté qu'on étudie dans les écoles de commerce, mais qu'on cache pudiquement au grand public. 1924, Genève. Les représentants des plus grands fabricants mondiaux d'ampoules électriques, Philips, Osram, General Electric, se réunissent pour une rencontre secrète. Ils créent le cartel Phébus. Le problème était que les ingénieurs avaient appris à fabriquer des ampoules trop bonnes. Elles duraient des années. C'était défavorable. Le cartel décide de réduire artificiellement la durée de vie de l'ampoule à 1000 heures. Ceux qui fabriquaient des ampoules plus durables étaient amendés. C'était la naissance de la stratégie de l'obsolescence programmée. Regardez autour de vous. Votre téléphone commence à ralentir après 2 ans. La machine à laver se casse juste après la fin de la garantie. Les vêtements perdent leur aspect après 3 lavages. Ce n'est pas un hasard, ni de mauvaise technologie. C'est le résultat d'un calcul d'ingénierie précis. On vous force à acheter encore et encore. Le collier salarial fonctionne en tandem avec la société de consommation. Vous travaillez pour acheter du rebut qui se cassera, pour que vous alliez à nouveau travailler. C'est un cycle fermé, sans issue, si vous jouez selon leurs règles. La structure même de l'économie est réorganisée pour que l'argent ne stagne pas entre vos mains. Il transite par votre compte et retourne au monopole. Vous n'êtes qu'une station de pompage pour le capital d'autrui. Et maintenant, regardons comment on nous prépare à ce destin. Le système scolaire. Nous avons l'habitude de penser que l'école donne des connaissances. Mais regardez sa structure avec les yeux d'un administrateur du XIXe siècle. Des sonneries selon un emploi du temps, des rangées régulières de bureaux, la nécessité de lever la main pour obtenir la permission de sortir ou de dire un mot. Une discipline rigide. Interdiction de collaborer pendant les tests. On appelle cela tricher, mais dans la vie, c'est du travail en équipe. La structure de l'école de masse a été copiée sur le modèle militaire prussien et adaptée aux besoins des usines. La tâche d'une telle école n'est pas de former un créateur ou un penseur. La tâche est de briser la volonté et d'habituer à la routine. Habituer à s'asseoir du sonnerie aux sonneries. Habituer à exécuter des tâches absurdes pour une note qui est l'analogue du salaire. L'école est la version démo de l'usine. Au moment de la sortie, l'enfant est déjà mentalement prêt au collier. Il craint l'erreur. Il attend des instructions. Il ne sait pas apprendre seul. Il est le candidat idéal pour le rôle de rouage dans un système qui presse les jus. Nous voyons comment, dans la première moitié du XXe siècle, la cage s'est refermée de 3 côtés. Le système financier, par l'inflation et les impôts, a commencé à prendre les accumulations du passé.
Le système de crédit, par l'hypothèque, a pris l'avenir. Et le système de l'obsolescence programmée et de la consommation a détruit le présent, forçant à courir dans la roue pour des choses éphémères. On pourrait croire que le contrôle est total, mais aux architectes de ce nouvel ordre mondial, il fallait plus que de simples contraintes économiques. Il leur fallait changer la biologie et la psychologie même de l'homme. Il leur fallait détruire la dernière forteresse où l'homme pouvait se sentir protégé, la famille et le mode de vie traditionnel. Nous entendons souvent les politiciens parler de protection de la famille, de l'importance du foyer domestique, de ce que c'est le fondement de la société. Mais si on regarde les chiffres secs et les lois adoptées dans la seconde moitié du XXe siècle, cela fait peur. Nous verrons un tableau qui contredit tous les slogans. Le système faisait tout pour que la famille cesse d'être une forteresse économique et devienne une cellule vulnérable de consommateurs. Remontons le film en arrière, dans les années 50 du siècle dernier. Aux États-Unis, en Europe et même en Union soviétique, avec l'ajustement pour les pénuries, mais l'essence était la même, existait un contrat social tacite. Le salaire d'un homme seul pouvait nourrir la famille, payer l'hypothèque d'une petite maison et donner une éducation aux enfants. La femme pouvait ne pas travailler. Ce n'est pas du sexisme, c'est un fait économique. Il y avait la liberté de choix. Mais pour les architectes de la nouvelle réalité, c'était un problème. Pourquoi ? Parce que la moitié de la population ne payait pas d'impôt sur le salaire et n'était pas accrochée à l'employeur. Il fallait faire sortir cette moitié sur le marché du travail. Mais comment forcer une femme à abandonner ses enfants et sa maison et à aller se planter à la machine ou s'asseoir au bureau de 9 à 5 ? Il fallait un puissant traitement idéologique et économique. Et ici, nous voyons encore une autre étrange coïncidence. À la fin des années 60, début des années 70, une vague de féminisme de la seconde vague déferle sur tout l'Occident. Sous de beaux slogans d'égalité et d'épanouissement personnel, se cachait un arrière-plan économique dur. Les élites, telles que le clan Rockefeller, finançaient activement ces mouvements. Nick Rockefeller, dans des conversations privées, disait franchement que l'objectif était simple: obtenir l'accès à la taxation de la seconde moitié de la population et détruire la famille traditionnelle, pour que les enfants soient élevés par l'État, à l'école et à la crèche, et non par les parents. C'est-à-dire inculquer la loyauté au système dès le berceau. Le résultat ? Nous avons obtenu le doublement de la main-d'œuvre sur le marché. Que se passe-t-il avec le prix d'un bien quand son offre double brusquement ? Le prix baisse. La loi de l'offre et de la demande. Le salaire réel a commencé à stagner précisément au début des années 70. Avant cela, il augmentait avec la productivité du travail. Après, les courbes se sont écartées. Les entreprises ont pu payer moins parce qu'il y avait la queue derrière la porte. Maintenant, pour maintenir le même niveau de vie que fournissait auparavant une seule personne, 2 personnes sont forcées de travailler. La famille est tombée dans le piège des 2 revenus. Si auparavant la perte d'emploi du mari était lourde, mais pas mortelle, la femme pouvait faire des petits boulots où la famille se serrait la ceinture. Maintenant, quand le budget familial est calculé sur 2 salaires et une hypothèque, la perte d'un revenu est une catastrophe. Faillite. Le système a rendu la famille fragile. Parallèlement, en 1971, se produit un événement que l'on peut appeler le dernier clou dans le cercueil de l'indépendance financière des citoyens. Le choc nixonien. Le président Richard Nixon annule unilatéralement l'étalon or. Le dollar cesse d'être adossé à l'or. Il devient simplement du papier, de la foi. Cela a libéré les presses à billets dans le monde entier. À partir de ce moment, l'argent est devenu définitivement un outil de manipulation.
On peut en imprimer autant qu'on veut pour sauver les banques ou les corporations, mais en dévaluant les économies des gens ordinaires. Regardez le graphique de l'inflation après 71. La courbe s'envole vers les étoiles. Les prix du logement, de l'éducation et de la santé augmentent des fois plus vite que les salaires. C'est un mécanisme caché de transfert de ressources réelles de la population vers les élites financières. Vous travaillez plus, mais vous pouvez vous permettre moins. C'est cela, le collier salarial en action. Mais cela ne suffit pas encore. Le système de contrôle se complique. Le concept de notation de crédit est introduit. Aux États-Unis, le système FICO apparaît en 1989. Cela semble récent. Avant cela, on vous évaluait en tant que personne. Le banquier vous connaissait personnellement, connaissait votre famille, votre réputation. Maintenant, un algorithme sans âme vous évalue. Un chiffre dans l'ordinateur décide où vous vivrez, quelle voiture vous conduirez, et même si on vous embauchera. C'est un stigmate numérique. Si vous trébuchez, tombez malade, perdez votre travail et manquez un paiement, le système abaisse votre note. Vous devenez un paria. On vous augmente les taux d'intérêt. On vous refuse la location de logement. C'est un score social introduit en Occident bien avant la Chine, simplement appelé outil financier. Ainsi, à la fin du XXe siècle, le piège s'est refermé presque complètement. On nous a pris l'autonomie, la terre et les moyens de production. On nous a forcés à travailler pour des bouts de papier qui se dévaluent constamment. On nous a poussés dans un trou de dette, en nous vendant le rêve d'une belle vie. On nous a privés d'un arrière solide, en forçant les deux époux à travailler. Et on nous a numérisés, en nous assignant un score de fiabilité. Mais il restait encore une sphère qu'il fallait prendre sous contrôle. La sphère où l'homme pouvait se sentir créateur libre. Ce sont les connaissances et l'information. Dans les années 90 et les années 2000, nous avons vu l'essor d'Internet. Cela semblait être une percée vers la liberté. Mais qu'est-il arrivé en réalité? Nous avons vu la monopolisation des connaissances. Le droit des brevets, qui avait initialement été créé pour protéger les inventeurs pour une courte période, s'est transformé en instrument d'étouffement des innovations. Les corporations achètent des brevets non pas pour implémenter des technologies, mais pour que personne d'autre ne puisse les utiliser. Elles créent des fourrés de brevets, à travers lesquels un individu isolé ne peut pas se frayer un chemin. Vous ne pouvez pas réparer votre tracteur John Deere parce que c'est une violation de l'accord de licence. Vous avez acheté le tracteur pour des centaines de milliers de dollars, mais vous ne possédez pas son logiciel. Vous êtes simplement un utilisateur, un locataire. Tout mène au modèle d'abonnement. Rien ne vous appartiendra plus. Vous paierez pour la musique, pour les films, pour le logiciel, pour le chauffage des sièges dans la voiture, comme le fait déjà BMW, pour les fonctions de votre réfrigérateur. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà la réalité. L'économie de la propriété est remplacée par l'économie d'accès. Et cet accès peut être coupé à n'importe quelle seconde, si votre solde est à zéro ou si votre note baisse. Nous nous sommes retrouvés dans une situation où il semble n'y avoir aucune issue. Mais le système n'est pas tout puissant. Il repose sur notre ignorance et notre consentement. Dans la partie suivante, nous examinerons la culmination de ce processus. Le moment où toutes ces fils s'entrelaceront en un réseau unique de contrôle total, qu'on nous prépare sous l'enseigne de la 4e révolution industrielle et de la grande réinitialisation. Nous verrons comment les crises des dernières années, financières, pandémies, conflits, ont été utilisées comme écran de fumée pour introduire de nouvelles technologies de surveillance et de gestion qui feront du collier salarial non plus seulement un fait économique, mais un fait biologique de votre vie. Nous arrivons à la partie la plus effrayante de notre enquête, à la culmination, au moment où se referme le piège qu'on construisait depuis des décennies. Dans les parties précédentes, nous avons vu comment on a pris la terre aux gens, comment on les a poussés dans l'esclavage des dettes, comment on a détruit la forteresse familiale et les a mis en dépendance des scores.
Mais tout cela n'était que des étapes préparatoires. L'accord final, c'est la transition d'un contrôle indirect à une gestion directe de votre vie par l'accès aux ressources de base et à la possibilité même d'exister en société. Cette étape se déroule précisément maintenant, sous nos yeux, sous des enseignes au beau nom comme « Quatrième révolution industrielle » ou « La grande réinitialisation » The Great Reset. Regardons les événements des dernières années, non pas comme des catastrophes aléatoires, mais comme des tests du système. La crise de 2008 a montré que les gouvernements sont prêts à sauver les banques aux frais des contribuables, en imprimant des trillions de dollars et en accélérant l'inflation. La pandémie de 20 a démontré qu'au prétexte de la sécurité, on peut arrêter instantanément l'économie, interdire aux gens de sortir de chez eux et introduire des laissez-passer numériques. C'était un test d'obéissance et un test de l'infrastructure de contrôle total. Les QR codes, qui étaient auparavant utilisés pour marquer les produits, sont soudain devenus un laissez-passer pour la vie sociale. Réfléchissez-y. Votre droit d'entrer dans un restaurant ou de monter dans un train dépend du statut dans une base de données. C'est le prototype du système où l'accès aux biens est régulé en temps réel. Parallèlement à cela, se produit une transformation silencieuse mais fondamentale des relations de propriété. Vous avez entendu la phrase « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux » ? Ce n'est pas une invention des conspirationnistes, c'est une prévision du Forum économique mondial pour 2030. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Cela signifie la fin de la propriété privée pour la majorité. Vous l'aurez tout, le logement. Des corporations comme BlackRock achètent des quartiers entiers de maisons pour les louer. La voiture. Le covoiturage éjecte le transport personnel. Les vêtements, l'électroménager et même les fonctions de votre propre corps, via abonnement aux services médicaux et assurances. Vous vous transformez d'un citoyen avec des droits en un utilisateur avec une liste de conditions de service qui peuvent être modifiées à tout moment. Vous avez violé les règles de la communauté? Votre compte est bloqué. Seulement maintenant, le compte, c'est votre vie. La fermeture de la cage se produit via la numérisation de l'argent. Nous observons la guerre contre l'espèce. L'espèce, c'est la liberté. C'est l'anonymat. C'est la possibilité d'acheter de la nourriture aux voisins sans demander la permission à la banque. Les banques et les États du monde entier introduisent des restrictions sur les paiements en espèces, en expliquant cela par la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Mais le vrai objectif, la transparence totale de vos dépenses. Chaque centime doit être comptabilisé. Si vous n'avez qu'un portefeuille numérique, il peut être déconnecté d'un clic. Il peut être bloqué pour un mauvais comportement ou une déclaration dans les réseaux sociaux. Des exemples existent déjà. Les camionneurs canadiens dont les comptes ont été bloqués pour participation aux protestations ont montré de manière éclatante comment fonctionne cette matraque. La mort financière peut survenir instantanément et sans jugement. Un autre élément important, l'agenda vert et les notations ESG, Environmental, Social and Governance. Sous le prétexte bienveillant de sauver la planète, un système de quotas et de taxes sur l'empreinte carbone est introduit. Ce n'est pas pour l'écologie, c'est pour l'économie de la rareté. Un déficit artificiel d'énergie et de ressources est créé pour justifier l'introduction d'une consommation normée. On vous dit déjà que voyager en avion pour les vacances est néfaste, que manger de la viande est néfaste, que posséder une voiture personnelle est de l'égoïsme. Bientôt, un compteur d'empreinte carbone sera lié à votre compte bancaire. Vous avez dépassé la limite? Votre carte ne fonctionnera pas à la pompe à essence ou au rayon viande. C'est un mécanisme de gestion directe de la consommation des masses. Les élites continueront à voler en jet privé parce qu'elles peuvent acheter des quotas. Et vous compterez chaque kilowatt. Et enfin, l'automatisation. On nous dit que les robots nous libéreront du travail pénible. En réalité, ils rendent des millions de personnes superflues. Chauffeurs, caissiers,
Comptables, juristes, rédacteurs, toutes ces professions sont menacées de disparition dans la prochaine décennie. Que faire du classe inutile? La réponse du système? Le revenu de base inconditionnel, RBI. Cela semble alléchant, de l'argent gratuit, mais c'est un piège. Le RBI, c'est la ration du prisonnier. Il sera exactement suffisant pour que vous ne mouriez pas de faim, mais pas pour accumuler quoi que ce soit. Et surtout, il sera donné sous condition. Vous voulez toucher l'allocation? Faites le vaccin. Ne participez pas aux manifestations. Fournissez votre biométrie. Le RBI transforme les citoyens en dépendants de l'État, totalement soumis à sa volonté. C'est l'étape finale. Le collier salarial est remplacé par un collier social. Vous ne vendez plus votre travail, vous vendez votre loyauté. Nous voyons comment les murs se referment de tous les côtés. Économique, dette et inflation, technologique, contrôle numérique et suppression des espèces, social, destruction de la famille et atomisation, et idéologique, culte de la consommation et peur de l'avenir. Tout cela fait partie d'un puzzle unique. D'un puzzle où à l'homme est dévolu le rôle de ressource, de batterie alimentant le système. Le système ne veut pas que vous soyez fort, intelligent et indépendant. Il lui faut des consommateurs faibles, effrayés et obéissants. Mais le plus terrifiant n'est même pas cela. Le plus terrifiant, c'est que nous construisons nous-mêmes cette prison. Nous donnons volontairement nous donner aux corporations pour le confort. Nous prenons des crédits pour le statut. Nous nous taisons quand on adopte de nouvelles lois qui restreignent nos libertés. Nous craignons de perdre le confort plus que de perdre notre dignité humaine. La réinitialisation n'est pas un ennemi extérieur. C'est un consentement intérieur à l'esclavage en échange de sécurité et de divertissement. Cependant, l'histoire nous enseigne qu'aucun système de contrôle n'est éternel. Plus la pression est forte, plus la résistance est puissante. Nous avons parcouru un long chemin, en explorant les mécanismes par lesquels on nous a poussés dans une cage invisible mais solide de dépendance totale. De la privatisation des terres et de la destruction de l'autonomie artisanale, à la création d'un garrot financier fait d'inflation et de crédit. De la destruction de la famille pour doubler la base imposable, à la transformation de nous en serfs numériques via la suppression des espèces et les scores sociaux. Maintenant que le tableau est complet, surgit la question principale. Y a-t-il une issue? Ou sommes-nous condamnés à devenir une biomasse anonyme au service des intérêts des élites, recevant une ration en échange de loyauté? La réponse à cette question ne réside pas dans le plan politique ou économique. Elle réside dans le plan philosophique et du choix personnel. Parce que tout système de contrôle ne repose pas sur les caméras ni sur les algorithmes bancaires. Il repose sur notre consentement, sur notre peur, sur notre paresse. Nous vivons dans une mise en scène. On nous a inculqué que le succès, c'est une nouvelle voiture à crédit, que le bonheur, c'est les likes sur les réseaux sociaux, que la sécurité, c'est le contrôle total de l'État sur chacun de nos pas. Nous avons accepté ces règles du jeu parce que c'est plus simple. Plus simple de suivre le courant que de ramer contre. Plus simple de prendre une hypothèque sur 30 ans et de craindre de perdre son emploi que de risquer et d'essayer de créer quelque chose à soi. Plus simple de signer l'accord utilisateur sans le lire que de renoncer à un service pratique. Nous avons nous-mêmes remis les clés de notre liberté en échange de confort et d'illusions de stabilité. Et tant que nous le faisons, le système resserre le cercle. Cependant, l'histoire nous enseigne que nul empire bâti sur la contrainte et le mensonge n'est éternel. Rome est tombée, l'Union soviétique s'est effondrée, et la dictature financière numérique globale actuelle a aussi ses points faibles. Sa principale faiblesse, c'est le facteur humain.
Il est impossible de numériser complètement l'âme humaine, la créativité, la spontanéité, l'amour, l'amitié. Ce sont précisément ces qualités qui nous rendent humains et qui sont l'antidote contre le système. Le système ne craint pas les révoltes à la fourche, on les réprime facilement par la force. Il craint ceux qui sortent de la matrice dans leur tête, ceux qui cessent de jouer selon les règles imposées. L'issue commence par la prise de conscience, par la compréhension que vous n'êtes pas un rouage, pas une ressource et pas un consommateur. Vous êtes un être humain doté d'une volonté libre et du droit à une vie propre. Cela sonne banal, mais c'est une pensée révolutionnaire. Dès que vous cessez de consommer de l'information poubelle, de la nourriture poubelle et des biens poubelles, vous privez le système d'énergie. Chaque dollar que vous ne dépensez pas sur une chose inutile, c'est un coût porté à la corporation. Chaque minute que vous passez non pas sur les réseaux sociaux, mais en communication réelle avec vos proches, c'est un coût porté aux algorithmes de surveillance. Chaque livre que vous lisez, au lieu de regarder un talk-show abétissant, c'est un investissement dans votre liberté personnelle. La stratégie de l'autonomie personnelle ne signifie pas partir dans la forêt et renoncer à la civilisation. Cela signifie créer des structures parallèles. Cela signifie diversifier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ne comptez pas seulement sur le salaire. Étudiez la culture financière, investissez, créez un coussin de sécurité, maîtrisez de nouvelles compétences qui seront toujours demandées. Artisanat, construction, programmation, médecine. Devenez un spécialiste indispensable ou créez votre micro-entreprise. Apprenez à négocier directement avec les gens en évitant les intermédiaires. Le troc, l'entraide mutuelle, les communautés locales. Ce sont ces outils qui ont fonctionné pendant des millénaires et qui fonctionneront toujours, même si on coupe Internet. L'étape la plus importante, reprendre le contrôle de sa santé et de son esprit. Le système veut que vous soyez malade et dépendant des pharma. Faites du sport, mangez correctement, dormez suffisamment. Un homme en bonne santé est plus difficile à manipuler. Le système veut que vous soyez anxieux et effrayé. Débranchez les actualités. Cessez d'alimenter votre cerveau de peur. Développez la pensée critique. Vérifiez les faits. Ne croyez personne sur parole, pas même moi. Cherchez les sources primaires. Posez des questions. À qui cela profite? Pourquoi me l'impose-t-il? Nous sommes au seuil de changements grandioses. L'ancien monde s'effondre, le nouveau n'est pas encore construit. À ces moments, s'ouvrent des fenêtres d'opportunité. Oui, les risques sont grands. Oui, ce sera difficile. Mais l'alternative, c'est l'esclavage numérique, où l'on décidera pour vous ce que vous mangerez, où vous vivrez et quoi penser. Le choix vous appartient. Restez dans le collier qui se resserre un peu plus chaque jour, ou essayez de l'enlever, même si cela fera mal et peur. Et pour conclure, regardez vos enfants. Quel monde voulez-vous leur laisser? Un monde où ils seront des débiteurs éternels avec un score de fiabilité? Ou un monde où ils auront une chance de devenir les créateurs de leur destin? Ce ne sont pas des mots emphatiques. C'est une question de survie de notre espèce. Le système est fort, mais il est fait d'hommes. Et si chacun de nous commence à changer sa vie, le système changera ou s'effondrera.